bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord au nom de toute l'équipe MES Technopole, au nom de notre gouvernance, au nom de tous nos partenaires, à vous souhaiter une excellente année 2022. On espère sortir enfin de ce contexte sanitaire qui nous suit depuis 2 ans. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Et puis, bien évidemment, la réalisation de tous vos projets personnels et professionnels. Donc, on est ensemble ce matin pour cet atelier de l'actualité juridique, animé par maître Laurence Guetta-Fléchinet, qui nous fait toujours l'honneur de nous suivre et de nous accompagner, de nous soutenir dans les partenariats MyRéseau. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Laurence. Merci. Plaisir partagé. Merci à vous. Vous nous direz de quoi nous allons parler ce matin. Donc, on est ensemble pour environ 1h30. Bienvenue à tous et je cède tout de suite la parole à notre animatrice de ce matin, maître Laurence Guetta-Fléchinet. C'est un grand plaisir que je commence le premier atelier final de l'année. Alors, c'est de l'actualité sociale aujourd'hui. Ceux qui viennent chercher des informations en droit fiscal, ça sera demain avec ma collègue et associée Diane-Marie Méchantreau. Peu de droit social, puisque moi je ne fais que cela, je ne sais faire que cela. Je suis spécialiste en droit du travail et en santé et sécurité au travail. Et donc, on va faire un petit peu le point de ce qui s'est passé. Alors, je crois que j'étais venue en octobre, me semble-t-il. On va faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers temps et ce qui nous attend en 2022. Si vous avez des salariés, si vous n'avez pas de salariés, je suis désolée, ce que je vais vous dire ne va pas beaucoup vous intéresser non plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas FIDAL, donc on est partenaire du CESCOM, du CESCOM, et dans le cadre des ateliers juridiques, moi non plus, je ne viens pas de très loin. Certains étaient juste à côté. Je ne suis également pas très loin, je dois être à 500 mètres. FIDAL, c'est un cabinet d'avocats d'affaires français, le plus grand cabinet d'avocats d'affaires de France d'ailleurs, 1400 avocats. Et à Metz, on est répartis sur toute la France. Et à Metz, nous sommes une quinzaine et je dirige le bureau Metz. Alors, on va faire un petit point sur, là c'est de la jurisprudence, mais avant d'aller sur la jurisprudence, je vous garde le meilleur pour la fin, parce que dans la jurisprudence, j'ai sélectionné des arrêts un peu rigolos. On arrive à rigoler quand même en droit, et notamment en droit du travail. J'ai réservé en revanche les bonnes nouvelles les plus enquiquinantes pour le début de la réunion. Voilà, pour vous mettre en forme. Alors, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, depuis le 3 janvier d'ailleurs, parce que la rentrée c'était le 3, on a un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises. J'avais compté le nombre de protocoles que nous avons eu depuis le mois de mars 2020, depuis le mois de juin, c'était le 1er de juin. Je ne sais plus, bon, je pense qu'on doit être à 7 ou 8 protocoles nationaux, sans compter ceux qui existent en interne, parce que chaque entreprise peut en faire un à sa sauce. Dans ce protocole sanitaire, alors déjà, j'aimerais revenir sur ce que vous entendez tous depuis déjà quelques années, on est quasiment à 2 ans, concernant le télétravail. Concernant ce protocole, on vous a dit, vous avez entendu partout qu'il y avait une obligation de télétravail à raison de 3 voire 4 jours. C'était une obligation. Alors, je tiens à vous rassurer, nous ne sommes pas en URSS, nous sommes toujours en France. Et le chef d'entreprise, comme son nom l'indique, chef d'entreprise. Et donc, il a le pouvoir gestionnaire et disciplinaire. Donc, c'est le chef d'entreprise qui décide seul, et certainement pas l'État ou le gouvernement, quel que soit le gouvernement, qui peut lui ordonner de faire quelque chose. Donc, ça veut dire que si vous êtes contrôlé, on ne va pas vous taxer, le cas échéant, parce que vous n'avez pas respecté le protocole. On va vous taxer sur un autre biais. On vous taxera quand même, ne vous inquiétez pas. Remarquez quand même qu'on a besoin d'argent en ce moment. On va vous taxer parce que vous n'aurez pas respecté votre obligation de sécurité. Tout chef d'entreprise, collaborateur, et vous concernant tout chef d'entreprise, a une obligation de sécurité, de santé et de sécurité qui pèse sur lui à l'égard de ses collaborateurs. C'est dans le Code du travail, ce sont les articles L4121.1 et suivant du Code du travail. Et le fait de ne pas mettre en place de moyens pour éviter la propagation du virus, et notamment de ne pas mettre le télétravail en place si on a la possibilité de le mettre en place, peut être analysé et considéré par la DRETS, les inspecteurs du travail, comme une violation de votre obligation de sécurité, et donc ils peuvent vous taxer à ce titre-là, et donc vous notifier des amendes. Mais en aucun cas, c'est pas, alors vous me direz, je joue sur les mots, mais c'est important, encore une fois, nous sommes en France,
en Europe. C'est vous qui gérez votre entreprise, comme vous l'entendez, évidemment, dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. Ce qui veut dire que si vous avez la possibilité de mettre en place du télétravail, moi, personnellement, chez mes clients, je dis si vous pouvez faire, tant mieux. Si vous ne pouvez pas faire, vous ne faites pas. Je prends l'exemple des coordonnées les plus mal chaussées, à savoir Fidal. Là, en ce moment, je ne suis pas du télétravail. Moi, je n'ai pas fait de télétravail, je n'en ai jamais fait, même quand c'était, même au mois de mars 2020, parce qu'il fallait quelqu'un aille tous les jours au bureau pour ouvrir la porte et mettre du chauffage. Donc, c'était moi. Moi, les collaborateurs, les avocats, ben, ils sont soit en plaidoirie, soit chez les clients, parce que nous, on va chez nos clients pour bosser. Personne n'est en télétravail. Parce qu'on ne peut pas plaider à distance, a priori, pas dans les matières qu'on fait en droit du travail ou en droit des affaires. Et nos clients qui sont des usines, notamment, ou des EHPAD, ou des hôpitaux, ben, ils bossent, donc on va les voir. Donc moi, si je me fais contrôler demain, je pourrais prouver que je ne peux pas mettre mes collaborateurs en télétravail. En revanche, si j'avais une autre activité, si j'étais un avocat plus classique qui restait à son bureau, je pourrais être toquée parce que mes collaborateurs de Fidal pourraient très bien faire leur boulot de chez eux. À Paris, où on a notre siège, moi j'ai des collègues qui sont en télétravail depuis quasiment mars 2020. Parce qu'à Paris, on ne va pas chez les clients, ce sont les clients qui viennent. Le chic, c'est pareil. Voilà. Et donc j'ai des collègues qui ne mettent plus les pieds en fait, au siège de Fidal depuis quasiment 1 an et demi. Mais c'est pas grave. Donc, protocole sanitaire, il faut l'appliquer. Alors, le nouveau protocole qui est applicable à compter depuis le 3 janvier, hormis la question juridique du télétravail, nous dit une chose importante, surtout en janvier, où c'est la période des vœux, la période de la galette des rois, là, il y a quelques jours. Les moments conviviaux sont à éviter absolument. Là, en revanche, chez mes clients, c'est le point sur lequel j'insiste. La galette des rois, vous ne la faites pas, ou si vous la faites, c'est chacun dans son bureau. D'ailleurs, si vous avez des collaborateurs sur site, les collaborateurs doivent avoir des équipements de protection individuelle, le masque, le gel, notamment. Alors, le masque, pour l'instant, celui-ci, le FFP2, ce n'est pas encore obligatoire, mais je peux que vous encourager à commander quand même un petit peu, on ne sait jamais que ça peut arriver. Qu'en est-il de l'aération? Oui, vous pouvez en mettre en place, mais ça fait partie des EPI. Si vous êtes dans une pièce borgne, donc sans aération, sans fenêtre, là, c'est sûr que vous pouvez leur mettre en place un kit d'aération. Vous avez des kits d'aération modulaires, voilà, mobiles, où là, vous avez votre clim. Mais ça fait partie des équipements de protection individuelle. Là, c'est un équipement de protection collective. Ça fait partie des équipements de protection collective qui vont s'ajouter aux équipements de protection individuelle. Et ça date pas du protocole là, ça date d'il y a longtemps. Alors moi j'ai une clim réversible en plus qui est très élaborée, donc nous ça fait longtemps qu'on a un air. Je ne peux pas aller trop loin, moi je suis juriste, je ne suis pas technicienne de l'air, attention, chacun son boulot. Mais dès le mois de mars 2020, moi les locaux étaient fermés, donc pendant 3 mois seul au bureau, j'ai eu le temps de m'intéresser à la question et de revenir tous les prestataires qui avaient beaucoup de temps consacré, évidemment, il y avait rien à faire. Et donc, je sais que nous, à Fidal, on a un air qui est sain, et qui est mesuré d'ailleurs régulièrement, puisqu'on reçoit également des clients, et on a un ERP, puisqu'on fait des formations. Si vous avez une fenêtre, on va vous dire d'aérer régulièrement, même s'il fait moins 10, voire moins 30. Pas à Metz. Il faut aérer régulièrement. Mais tout ça, c'est déjà dans le protocole sanitaire, le number 1, qui date de mémoire de juin 2020. Hein. Après, c'est du bon sens. Pour moi, c'est du bon sens. Moi, quand j'anime des formations, moi j'ai une grande salle qui fait 40 mètres carrés, je ne garde pas le masque, hein, parce que je ferme, j'autorise uniquement 20 personnes à assister à mes formations. On fait en sorte que chaque collaborateur, chaque participant soit suffisamment espacé et on tombe le masque. Simplement, avant, je fais un truc que normalement, je n'aurais pas le droit de faire, mais comme ce sont que mes clients, et donc je sais ce qu'ils ont fait, on sait que tout le monde a été vacciné. Je n'ai pas le droit de demander. Mais comme il s'agit de clients, on parle de ça. Donc je sais que tous mes clients sont vaccinés. Qui n'empêche pas la contamination. Mais comme tout vaccin, hein, on est vacciné contre la fièvre jaune, vous attrapez la fièvre jaune. Donc,
Simplement, si vous avez des gens qui sont vaccinés, si vous êtes dans une pièce aérée, moi c'est mon cas, moi quand j'anime du matin au soir, il peut faire. J'ai animé le 16 décembre, ça caillait le 16 décembre, croyez-moi, j'avais les fenêtres qui étaient ouvertes. Je me suis pelée toute la journée. Vous ventilez de temps en temps. Oui. Vous les êtes en permanence. Les fenêtres étaient ouvertes en permanence et toutes les heures 30, 1h30, tout le monde quittait la pièce. Alors j'ai la chance d'avoir un rooftop, une terrasse. Donc les gens allaient dehors prendre l'air et revenaient. Mais alors quand c'était ouvert, en fait, j'en avais 1 sur 2 qui était ouverte et 1 sur 2 qui était aussi lobatante. Et je faisais une pause de 10 minutes et je ouvrais tout. Alors, et pause déjeuner, chacun déjeunait où il voulait, mais pas chez moi, pas au bureau, pas de plateau repas. Sur la terrasse. Non, c'était on quittait les lieux. Non, sur la terrasse, non, le 16 décembre, ça me pelait. Mais pourquoi je fais ça alors que ce ne sont pas mes collaborateurs, là, ce sont des participants, je suis responsable quand même. Donc, il faut en fait utiliser intelligemment le protocole. Encore une fois, aujourd'hui, de toute façon, en janvier 2022, vous avez tous des EPI, tous des masques, vous avez tous du gel, des lotions hydroalcooliques. Il y a des gestes barrières à respecter. Par expérience, croyez-moi, une petite piqûre de rappel de temps en temps ne fait pas de mal. Vous avez tous des lingettes, voilà. Vous avez des lingettes pour nettoyer. Moi, je rien de cas particulier, mais les parlants, j'ai des lingettes à côté de chaque imprimante et je voyais que le paquet de lingettes ne diminuait pas. Alors oui, parce qu'au bout d'un moment, on est complètement en speed, on ne fait plus. L'habitude tue. Oui. La piqûre de rappel, début janvier, protocole, et puis à nouveau, j'ai insisté sur les points, j'ai recommandé et j'en ai mis un dans chaque bureau. Donc, il faut absolument se préoccuper de tout cela, encore une fois, parce que vous avez une obligation de sécurité et de santé. Cette obligation, on peut la résumer de la façon suivante, de façon très triviale et parlante. Vos salariés arrivent le matin sur leurs 2 jambes avec leurs 2 bras et leur tête. Le soir, ils doivent se sortir dans le même état. Même plus, ils doivent avoir le sourire, parce que vous avez en plus une obligation de bien-être au travail. Autre nouveauté au 1er janvier 2022, les emplois francs. Alors pour ceux qui seraient éventuellement installés dans la zone franc, alors moi j'ai un sens de l'orientation, mais inné. Donc moi, C'est des femmes, ça, je trouve. Alors là, c'est ce qu'on appelle une remarque sexiste. Et je suis alors peu plus spécialiste également en droit pénal du travail. Je ne vais pas vous louper, vous. Le dispositif emploi franc qui devait prendre fin le 31 décembre 2021 est reconduit en 2022. Donc, je vous rappelle que ces emplois francs permettent de bénéficier d'une aide à l'embauche pour les personnes qui se situent dans la zone, simplement également remplir des conditions liées aux salariés recrutés, pas recruter n'importe qui en termes de localisation. Donc, c'est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, si vous êtes dans la zone franche de Metz Technopole là-bas, West Technopole, Nord Technopole, vous pouvez en bénéficier. Comme vous le savez, avec le variant actuel, on a pas mal d'arrêts de travail, on a beaucoup de cas contacts. Moi, je le vois depuis le 3 janvier, ça tombe comme des cas contacts Covid ou du Covid non graves, en tout cas qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais qui nécessitent quand même une absence au poste de travail. Vous savez comment on traite les arrêts de travail Covid en janvier 2022? C'est toujours open bar, donc ça va. Pour les salariés parents d'un enfant déclaré positif au Covid, pour les salariés cas contact, cas contact, je ne suis pas malade, je suis en cas contact. Pour le salarié symptomatique dans l'attente d'un test, pour le salarié testé positif au Covid, y compris par autotest, et pour les salariés placés en quarantaine ou en isolement après un séjour dans certains pays étrangers, tous ces salariés-là sont traités par un arrêt de travail pour maladie. Ils sont pris en charge par la Sécu au titre des IGSS. Éventuellement, vous, si ça dure longtemps, logiquement, ça dure pas longtemps, ou si vous avez une convention collective ultra favorable, et nous sommes en Alsace-Moselle avec un droit particulier, vous le savez, vous aurez également éventuellement un complément à faire au titre
du salaire moins JSS. Ceux qui sont salariés vulnérables, donc je rappelle que la définition du salarié vulnérable a été également retouchée au moins 3-4 fois. Donc aujourd'hui, grosso modo, c'est essentiellement les salariés qui sont atteints d'une immunodépression, grosso modo, parce qu'il y a des cas particuliers. Donc les salariés dits vulnérables au sens des textes, les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé dont la classe ou l'établissement d'accueil est fermé, et les salariés parents d'un enfant cas contact s'il a moins de 16 ans ou est handicapé. Pour ces 3 typologies-là, on n'est plus sur l'arrêt maladie, on est sur l'activité partielle. Ce n'est pas le même traitement, hein, notamment à votre niveau. Et pour les salariés, ça a également une conséquence en matière de REM, rémunération, puisque l'activité partielle, a priori, est moins bien prise en charge en activité partielle quand on a la maladie, surtout en adresse maladie. Comme vous le savez aussi, le pass vaccinal a été adopté à l'issue d'un marathon au Sénat. Donc, ce pass vaccinal, on attend encore des textes aujourd'hui, puisqu'on a le projet de loi qui a été adopté définitivement le 16 janvier. On attend encore des textes, notamment sur les reports des visites médicales concernant les salariés, également la minoration de l'amende télétravail, ce dont je vous disais, ce dont je vous parlais plutôt, à savoir, vous ne mettez pas en place le télétravail, on peut vous planter, entre guillemets, pour non-respect de votre obligation de sécurité. Donc, on attend encore des textes complémentaires qui ne devraient pas tarder. Je pense qu'ils vont arriver en février, alors qu'on n'en aura plus besoin, parce que je pense certainement qu'on aura un nouveau protocole sanitaire dans les prochaines semaines, soit que la vague Omicron ou Omicron est à nouveau boostée, soit elle perd un peu de son importance. Vous avez également des aides qui ont été mises en place depuis quasiment le mois de mars-avril 2020, des aides données par l'État, des aides au paiement des cotisations sociales, et on a également parfois des exonérations de charges. Tout cela est en train d'être revu. Donc là encore, on attend des textes, notamment pour les secteurs les plus touchés, ceux qui ont l'obligation de fermer quasiment, ou pour lesquels les suggestions sont tellement importantes qu'il n'y a plus de public, on va dire, ou de clients. Donc, on attend les nouvelles aides qui sont prévues, qui sont annoncées par l'État, outre les revalorisations salariales, mais les revalorisations salariales qui sont en cours, ce n'est pas l'État qui paye, c'est vous. Hein. Personne n'est dans les CHR ici, dans la restauration, mais évidemment, les augmentations de salaire, ça sera pour l'employeur, pas pour l'État. Même si peut-être le gouvernement prévoira une aide, mais quand on regarde le montant des aides depuis mars 2020, peut-être s'attendre à une augmentation d'impôts un jour ou l'autre, il va falloir payer. Ce qu'il faut également faire au 1er mars 2022 au plus tard, pour ceux qui ont 50 salariés, au moins, publication d'index égalité femmes-hommes, donc là c'est pour monsieur. Que je montre du doigt que c'est pas beau. Que c'est pas beau. Donc l'égalité professionnelle, alors moi je dis homme-femme, pas femme-homme, même si ce n'est pas dans le texte. Vous avez l'obligation de calculer un indice ou un index plutôt tous les ans. Le but du jeu de cet index, c'est de taper sur les doigts des méchants qui ne font pas bien. Et c'est vraiment ça le but du jeu, puisque c'est publié. Vous avez même eu une blacklist quand il est paru la première fois il y a quelques années. Là, 1er mars 2022, deadline, date butoir pour publier cet index, sinon amende. Et les amendes sont très importantes. Le montant est très important. Pour ceux qui font des ruptures conventionnelles individuelles, également, là, une modification. Donc, vous savez ce que c'est la rupture conventionnelle individuelle, rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, à la demande soit du salarié, c'est la plupart du temps, soit de l'employeur, à la demande du salarié, parce que si je suis en rupture conventionnelle individuelle, mon contrat de travail prend fin, je suis prise en charge malgré tout par Pôle emploi. Si je démissionne, ce qu'on faisait à l'époque, avant, je ne suis pas prise en charge en principe par Pôle emploi, sauf dans des cas très particuliers. La rupture conventionnelle individuelle, jusqu'à maintenant, chez certains, on faisait support papier. Vous éditiez les formulaires, le formulaire CERFA qui est sur le site de l'adresse, vous remplissiez, et puis chacun prenait son exemplaire, et puis on envoyait ça à l'adresse. À partir du 1er avril 2022, bientôt,
Les demandes d'homologation des conventions de rupture conventionnelle individuelle devront être obligatoirement réalisées par l'intermédiaire du téléservice TLRC. Le service sur lequel vous allez pour récupérer votre formulaire, notamment, là, il faudra tout faire en fait sur le site internet en fait de TLRC. Là, les principales bonnes nouvelles de l'année, pour commencer, en tout cas en droit du travail. Je vous rassure, ça c'est uniquement ce qui nous a été annoncé donc fin 2021, tout au long de l'année, comme chaque année, ce n'est pas particulier à cette année 2022, on a des textes importants qui arrivent. Alors là, je pense qu'entre aujourd'hui et fin avril, début mai, on ne va pas avoir de révolution. L'élection oblige. Après, le temps que le gouvernement, quel qu'il soit, se mette en place, je pense que ça va arriver en juillet. En général, les gros textes en droit du travail arrivent, et je ne mens pas, moi ça fait quand même 20 ans que je le vois, arrivent quelques jours avant le 15 août, quand on est tous en vacances, en train de bronzer. On voit. Alors le 14 août, ils adorent, ou le 16 août, ça dépend si c'est tombé dimanche. Donc en tout cas, la période là, fin juillet, début août, là où tout le monde, voilà, il n'y a que les avocats en droit du travail de Fidal, le chef idéal qui disent leur doc, parce qu'on n'a pas le choix. Mais tout le monde s'en moque. Sinon, là, on a les gros textes. Bon, je pense que l'été va être extrêmement chargé en droit du travail, avec des nouveautés, puisque moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients dans l'industrie lourde, et il y a un travail énorme, il y a beaucoup de boulot. Moi, je suis convaincue qu'on est dans une situation de plein emploi. On n'arrive pas à recruter, quel que soit l'âge. C'est terrifiant. Les jeunes, on risque de passer pour une vieille andouille, les jeunes n'ont pas envie de bosser. Ceux qui ont de l'expérience, en plus on a la chance d'avoir le Luxembourg, donc le Luxembourg a toujours toujours pompé. L'attrait du Luxembourg avec les salaires. Ça a toujours, il n'y a pas que les salaires. Pour avoir de la famille qui bosse au Luxembourg, il y a carrément une mentalité qui est vraiment différente. Donc le Luxembourg là, est en train vraiment de siphonner. C'est évident. En plus, dans notre région, outre Luxembourg, on a Amazon qui siphonne beaucoup de collaborateurs. Ils vont quand même chercher jusqu'à Sarrebourg. Sarrebourg, c'est quand même une trotte. Ouais. Ils vont siphonner jusqu'à Sarrebourg. Quand on cherche des opérateurs ou des employés, on a beaucoup de mal. Moi, la réunion que j'animais le 16 décembre, il n'y a que des DRH. J'avais 22 DRH présents. Au bout d'une heure, j'avais 350 postes ouverts. À chaque fois, je demande comment est l'activité. Donc, tout le monde va bien, et c'est toutes les activités. J'ai des EHPAD, j'ai des hôpitaux, j'ai de l'industrie lourde, j'ai de l'automobile, l'industrie lourde, grosso modo. Voilà, j'ai vraiment toutes les activités. Et j'ai la grande distribution partout. À chaque fois, c'était des conducteurs. Alors, conducteurs, on a l'habitude, ça fait 20 ans qu'on cherche des conducteurs, des chauffeurs poids lourds. Là, des conducteurs de bus, ils ne trouvent pas. Pourtant, ils payent tout. Ils payent les formations, ils payent tout, mais ils ne trouvent pas. Je vous dis, 350 postes ouverts, je promets. Même sur Amazon, ils sont pas forcément trouvés. Ils ont fait des liasses sur les nationales. Ouais. Juste pour 300 en fait. Aujourd'hui, c'est là qui recrute son CV. Alors, ils recrutent des postes, quand même, des profils bien particuliers. L'objectif, c'est de recruter beaucoup de jeunes ou des personnes qui sont susceptibles d'évoluer, en fait. L'objectif, c'est quand même d'évoluer. Après, on aime pas Amazon, on s'en moque. C'est pas. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on commence à la limite à Metz, et puis après, on pourra aller à Luxembourg, on peut après, si on est né, c'est envie, on peut partir à Londres, voilà. Donc des gens. Avec Amazon. Ouais. Oui. Pourtant, il y a du chômage. Non, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. C'est différent. Encore une fois, moi, je vois, même moi, à Fidal, je cherche, je ne trouve pas. En revanche, je passe la frontière parce que j'ai beaucoup de clients qui sont au Luxembourg, j'ai des clients étrangers. Moi, je suis sidérée quand je vois la différence. Je suis française, je suis très bien en France, quoique, mais je suis sidérée par la différence de mentalité.
entre la France. Alors encore chez nous, comme on est internationaux, on va dire, on a la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, donc on est un petit peu ouvert. Et quand on va à Nancy, par exemple, c'est pas loin. Hein. En plus, je suis dans CN2K, donc c'est vraiment pas loin. C'est quand même affolant. C'est-à-dire, Moi, quand je ferme des usines, parce que notamment mon métier consiste à fermer des usines quand c'est nécessaire, ou des entreprises, et qu'on propose des reclassements. Alors, dans notre région, on arrive à proposer des reclassements. Les gens bougent un petit peu. Vous allez sur Nancy, Bar-le-Duc, les gens ne bougent pas. Bar-le-Duc, qu'est-ce que c'est? Beau, mais mort. Beau, mort. Et les gens ne bougent pas. C'est une mentalité française, jeune, moins jeune. Hein. Alors, limite, que quand vous avez 59 ans, vous ne voulez pas bouger, je comprends. Les gens veulent avoir un travail pour suivre. Complètement. Après, comme on dit, maintenant que le coût du carburant, tout ça, c'est. C'était un coût, oui. Mais on a un problème quand même de recrutement. Et on voit, moi j'ai des clients qui refusent des commandes parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Franchement, je me dis, je ne pensais pas qu'un jour j'irais ça. C'est affolant. C'est mondial. Je veux dire, c'est mondial aussi, donc ça va. Donc, quelles sont les causes pour vous? Vous dites qu'il y a des complications qui ne sont pas travaillées. Je pense que le Covid, en tout cas le confinement et l'activité partielle, tout ce qu'on veut, a accentué, a accéléré, plutôt accéléré. Je pense qu'un jour ou l'autre, on arrive à cette situation, mais pas aujourd'hui. Donc, on aurait peut-être pu se préparer, je sais pas. Mais ça a accéléré. Moi, je l'ai vu. Hein, j'avais des clients qui étaient fermés pendant le confinement, d'autres qui étaient ouverts. Vous êtes une fonderie ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous ne fermez pas. Les hôpitaux, ils n'ont pas fermé non plus, heureusement d'ailleurs, et les EHPAD non plus. Les clients chez lesquels on n'a pas fait d'activité partielle parce que ça ne s'y prêtait pas, tout va bien. Au contraire, ils ont énormément de boulot. Et ils ont le personnel, parce qu'il y a quand même, le personnel a été soudé à cause de cette pandémie. Là où il y a eu l'activité partielle, soit totale, je vous rappelle que vous pouviez ne pas travailler dans certaines activités, à la limite du mois de mars au mois de mai, 0 boulot, vous étiez chez vous. Pas de télétravail. Soit activité partielle, soit télétravail, pour certains postes. Là, on a vraiment du mal à remettre les gens au boulot. Moi, j'interviens beaucoup dans l'automobile. J'ai un client où ils font de l'activité partielle depuis le mois de mars. Ils font de l'activité partielle. Et depuis le mois de septembre, ils font de l'activité partielle, c'est-à-dire 2 semaines, on ne bosse pas, et 1 semaine, on bosse. La DRH, elle s'arrache les cheveux. Ouais, 2 semaines, on bosse pas. Parce qu'il n'y a pas d'activité, la pandémie a eu des conséquences, notamment en matière de pénurie de pièces, notamment dans le domaine automobile. Il n'y a pas de pièces. Ouais. Et quand on fabrique des automobiles, il nous faut notamment de l'électronique. Le groupe, parce que c'est un groupe international, est impacté, donc il n'y a pas que la France, hein. Mais en France, mais dans les autres pays, il n'y a pas les aides de la France. Donc en clair, les salariés qui ne bossent pas, ils trouvent un autre boulot. Voilà. En France, il y a de l'activité partielle, donc avec les aides. Et je vous dis, 2 semaines sans travailler, 1 semaine au boulot, on me dit, mais c'est une catastrophe. Quand les gens reviennent pour bosser, c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est vivement à la fin de la semaine qu'on retourne planter les choux. Petite industrielle d'embâche, c'est affolant. Toutes les entreprises qui travaillent sur les sous-traitants, c'est fait pas. Voilà. C'est complètement. C'est horrible, hein? C'est horrible. En bas, où il y a la Smart, qui maintenant est passée chez Ineos. Au-delà de ça, il n'y a pas un chat. Partiel, il n'y a pas un chat, c'est mortel. mortel. Avant, vous y alliez, vous avez le grand parking qui était plein. Là, je me gare. Ça va, j'ai de la place. Vous traversez les routes, c'est immense, il n'y a pas un chat. Donc, il y a une habitude. Oh, c'est même pas. De toute façon, moi, je n'ai pas eu de PSE. Alors, moi, c'est moi qui fais les PSE au cabinet pour la région Grand Est. Les gros licenciements économiques. On appelait avant les plans sociaux. J'en ai pas eu en 2020, en 2021. Vous ne le faites pas sur Zoom, comme l'américain qui a dégagé 30 personnes. Vous le faites pas quoi? Il ne le fait pas sur Zoom, les Non.
Je respecte le droit du travail français, moi. Oui. J'ai des clients américains, mais ils écoutent, parce qu'il y a américains et américains. Il y a étrangers et étrangers. Là, cette année, j'en ai 2. J'en commence un. J'ai été missionnée la semaine dernière pour un. Et là, hier soir, un deuxième. Chez des non-clients, donc ça va. Les clients vont bien. Chez des non-clients. Des gens, une première boîte qui était, à mon avis, qui aurait dû fermer déjà il y a quelques années, qui a réussi à passer parce qu'il y a eu des aides, parce qu'il y a eu le prêt, qui est une catastrophe. Hein. Le PGE, c'est bien beau, mais il faut le rembourser un jour. Hein. Donc, ils ont pris le PGE. Alors, voilà. Donc, on va fermer la boîte. Et l'autre, on va sabrer un quart du personnel. Voilà. Et c'était évident. Hein. L'open bar, il est en train de se tarir, il va fermer bientôt. Donc, 2022 va être, à mon avis, très chaud. J'ai beaucoup aimé dans l'événementiel, c'était très court. Ah non, mais là, c'est une catastrophe. Ouais. En plus, on a pensé que ça rouvrait, puis après, on referme. Ils vont avoir 3 ans, quasiment. Ouais. Ah non, c'est une catastrophe. L'événementiel, il faut s'adresser à Boris Johnson. Elle va bientôt sur le marché. Je ne savais pas qu'il était dans l'illégalité quand il a autorisé. On m'avait pas dit. On va tout savoir, le mec est Premier ministre. Les bourgeois pas si. Donc, parce que je ne veux pas s'en faire. Excusez-moi, mais je n'en veux pas. Catastrophe. Donc, 2022, ça va être, je pense qu'en ça va être très zen au niveau des textes importants, en tout cas en matière de droit du travail. Mais vous verrez, pour ceux qui seront là demain en matière fiscale, je pense que ça sera la même chose jusqu'à l'été. En revanche, deuxième semestre, je pense, 2022 va être très chaud en nouveaux textes. Et puis, à un moment donné, il va falloir quand même remettre le pays au boulot. Hein. Excusez-moi, mais quand c'est vraiment vieille, ce que je suis. Mais il faut. Voilà. Alors, un peu de jurisprudence. Après, c'est bonne nouvelle. Excusez-moi, j'avais juste une question conventionnelle. Individuelle, oui. Vous dites que vous avez des clients au Luxembourg, vous exercez au Luxembourg ou pas? Vous avez des... Non, j'ai des clients qui ont par exemple des sièges sociaux au Luxembourg. Donc, non, je ne fais pas de droit luxembourgeois. Je fais le droit français à partir de Luxembourg. On a parfois des salariés qui exercent en France et au Luxembourg, et c'est moi qui gère. Imaginons qu'il y a un salarié au Luxembourg ouais. qui est frontalier, qui est résident en France, qui est licencié au Luxembourg. Oui, parce qu'il est salarié luxembourgeois avec un contrat luxembourgeois. Ouais. Donc, c'est le droit luxembourgeois qui s'applique. Oui, mais vous parlez de licenciement tout à l'heure. S'il se fait licencier, il a le droit aux indemnités pour l'emploi. Par contre, s'il y a une rupture conventionnelle, il n'y a pas le droit. Ah, si. Si, rupture conventionnelle, c'est une rupture d'un commun accord. Une rupture conventionnelle indique. Non, excusez-moi, mais je me permets de vous contredire. Je vais reprendre cette information parce que moi, la rupture conventionnelle individuelle, droit français, je ne parle pas du droit luxembourgeois. Non, mais. Il n'y a pas de droit européen en droit rupture conventionnelle, c'est strictement français la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, vous avez droit au chômage. Si vous êtes salarié français, salarié Luxembourg. Non, je ne parle pas du Luxembourg. Si vous êtes salarié luxembourgeois, c'est le droit luxembourgeois qui s'applique. Il n'y a pas de rupture conventionnelle au Luxembourg. Si c'est le droit français qui s'applique, mais le droit français ne s'appliquera pas à votre salarié qui est un salarié de droit luxembourgeois avec un contrat luxembourgeois, avec une RC, une rupture conventionnelle individuelle en France, vous avez droit au chômage. Après, la question du Pôle emploi, est-ce qu'il peut bénéficier des allocations chômage parce qu'il a travaillé en France? C'est un autre problème. Et RCI égale chômage, c'est pour ça qu'il n'y a plus de démission en France. Il n'y a que les cadres qui démissionnent parce que le cadre... c'est parti pour avoir des droits. Rupture conventionnelle, ça coûte une fortune quand même. Hein. Alors, moi, quand j'ai un salarié qui vient, moi j'ai des clients qui par principe n'ont pas de rupture conventionnelle, et pas des petits clients. Hein. C'est le salarié vient en disant toc toc, j'en ai marre de bosser ici, j'ai envie de partir. Moi j'ai des clients qui disent voilà,
Mais curé, tu démissionnes, quoi. Oui, alors simplement, après, ils essayent de nous avoir. Alors, le cadre, il ne joue pas ça. Le cadre, encore une fois, en général, soit tu démissionnes, soit il a un poste tellement important qu'il faut absolument qu'on fasse partir, parce qu'il il a un pouvoir de nuisance important. On ne va pas garder un directeur commercial quand il se casser. Vous voyez une augmentation des abandons de poste? Justement, quand on refuse les ruptures conventionnelles, ils ne viennent plus bosser. Bah oui, ils attendent, tranquillement. Ouais, alors après, moi j'attends, parce que moi je suis côté employeur. J'ai oublié de vous dire, Fidel, c'est un cabinet d'employeurs, un cabinet d'employeurs. Moi je fais du plaisir, c'est-à-dire que voilà, Robert ne vient pas demain, mais jeudi. J'ai refusé ses ruptures conventionnelles aujourd'hui. Moi, je vais attendre jeudi, vendredi. De toute façon, il a 48 heures pour justifier de son absence. Lundi, si c'est un salarié classique, j'enverrai un petit mot. Moi, je vais attendre. Je vais attendre une petite semaine. Pour l'instant, il n'est pas payé. De toute façon, suspension du contrat, il n'est pas là. Je vais attendre une semaine, voire 2 semaines. Ça dépend de mon humeur. Donc, j'attends. Je vais envoyer une première lettre en disant merci de justifier votre absence. Il ne va pas répondre. Je vais attendre. Donc, je fais durer le plaisir. Moi, quand on veut jouer avec moi, on joue. Moi, je suis la première à jouer. À un moment donné, il faudra que je fasse quelque chose. Je ne peux pas faire ça pendant 6 mois. À un moment donné. C'est pas considéré comme faute professionnelle? Si, mais je n'ai pas envie de. Faute professionnelle égale licenciement égale chômage. Et voilà. Faute professionnelle égale licenciement égale chômage. Ouais. Alors, ce n'est pas une faute professionnelle, c'est un abandon de poste. Ce n'est pas une faute professionnelle. Mais moi, je fais le plaisir. Dans ces cas-là où c'est un moyen de rétorsion parce que je n'ai pas voulu faire une rupture conventionnelle, je dis OK, tu veux qu'on joue, on va jouer. Donc, pendant 1 mois, il n'aura pas de salaire. Parce que pendant ce temps-là, je fais durer le plaisir. Et après, j'enclencherai la procédure. Mais pendant 1 mois, il n'y aura pas eu de salaire. Ouais, on peut jouer. Vous mettez en difficulté pour qu'il revienne. Oui. Pour qu'il revienne ou pour qu'il démissionne. Il ne faut pas oublier que la rupture conventionnelle, c'est un dispositif que je hais, mais je le fais pour mes clients, évidemment. C'est un dispositif qui permet aux salariés qui ont envie de partir de percevoir le chômage. Qui paye les allocations de chômage? Nous. Merci. Voilà, avec nos impôts. Voilà. Moi, perso, voilà, je ne trouve pas ça normal. Si j'ai envie de partir, parce que moi, le nombre, encore une fois, les cadres, le cadre, en général, il part parce qu'il a trouvé quelque chose. Je ne vais pas dire que le cadre est meilleur que les autres, mais dans certains types, moi, quand j'ai des avocats qui quittent le cabinet, ils ne font pas une rupture conventionnelle. J'espère qu'ils n'ont pas intérêt à la demander. Ils font une lettre de démission. Et c'est parce qu'ils ont trouvé un poste de juriste ailleurs. Donc, il veut partir pour avoir le poste. Oui, moi, demain, je veux partir. Je ne suis pas salarié, mais si j'étais salarié, je démissionnerais. J'ai envie de partir, je démissionnerais. Je ne coûte rien à personne. Là, on a des ruptures conventionnelles en pagaille. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a beaucoup d'abandon de poste en ce moment, pas forcément pour des gens qui ont demandé une ERC et qui n'ont pas eu, mais des gens qui ne viennent plus bosser, ou des gens qui commencent un boulot. Moi, j'étais chez un client lundi matin, ils attendaient une assistante RH. Assistante RH à durée indéterminée, dans un groupe qui est franchement très sympa. Des locaux sympas, l'activité sympa, honnêtement, pas mal. Plutôt intéressant. Ils ont une jeune qui sort de l'école, premier boulot. Moi, à sa place, j'aurais été heureuse. Donc, elle signe son contrat. Lundi matin, moi, j'étais chez mon client à 11h, et j'arrive et je vois la DRH qui dit « Oh, ça tombe bien, parce que je voulais vous présenter l'assistante RH, mais elle n'est pas là. » C'est pas grave, j'en aurai un autre jour. Non, elle devait être là à 8h, mais elle n'est pas là. Ah, il est 11h. Si elle a prévenu à 10h, elle a passé un coup de fil. La fille avait signé son contrat la semaine d'avant en disant non, finalement, non, ça ne me plaît pas. Alors, elle a eu la gentillesse de nous prévenir. On peut le voir comme ça. Mais voilà, elle a planté. Donc, on a relancé un recrutement dans la foulée. C'est classique et c'est habituel. Alors, soit des tout jeunes qui quittent l'école, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. La même chose chez les coiffeurs. Ouais, c'est payé ou... Et moi j'ai un gamin qui a 23 ans, donc, mais mon gamin il travaille au Luxembourg, il a fait une école de commerce, il sait ce que c'est de travailler. Donc c'est pas la même mentalité, mais pour moi c'est la génération trentenaire qui pose un problème. Là, je vois chez tous mes clients, on a un souci avec ces jeunes, il ne faut pas faire une généralité, avec beaucoup de jeunes trentenaires qui n'ont plus envie de bosser. Elle avait 30 ans, la petite jeune, ou c'était une petite jeune? Non, elle a M1,
Donc 4, 22 ans. 22 ans. Oui, enfin, ça, c'est la mentalité maintenant qui atteint les jeunes, mais ça fait quand même plus de 20 ans que quand les jeunes postulent à droite et à gauche, les patrons ne répondent pas. Je suis d'accord. Bon, donc les jeunes se disent, si les patrons sont malhonnêtes ou pas corrects au point de ne pas répondre, eh ben pourquoi j'en ferai pas autant? Je me fais l'avocat du diable. Hein. C'est un problème d'éducation. Oui, mais attendez, la majorité des boîtes, je suis bien placée pour le savoir, j'ai plein de jeunes autour de moi qui postulent, on ne leur répond jamais. Ce serait quand même pas difficile de répondre, désolé, ou le poste est pourvu. Au moins, il serait à 60 000. Eh bien non, c'est pas correct. Eh bien, vous trouvez cette incorrection dans tous les domaines et partout. Je suis d'accord. Donc, c'est la mentalité du moment. Pas du moment, ça fait 30 ans que ça dure. Vous nous laissez peu d'espoir. Hein. Peut-être qu'il y aura un renouveau. Oh voilà, vous nous avez dit, avec le confinement, vous allez voir au mois de juin, mais on aura tous changé de mentalité. Oui, c'est ça. Après, ça paraît peut-être aussi évident que si nous reçoivent, je crois, 1500 courriers de demande de poste, c'est pas évident de répondre à tous les 1500. Vous savez, ce qu'on appelle un ordinateur, on appuie dessus. Hein. Oui. Il n'y a pas 1500. Comment? Il n'y a pas 1500 candidatures quand même. Non, mais c'était Moi, je pense qu'en effet, envoyer un petit. Moi, j'ai des lettres toutes prêtes. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Alors, moi, c'est plutôt des assistants juridiques. Ben, j'envoie. En disant, est-ce qu'il est vrai, je n'ai pas de poste disponible. Ben, c'est moi, c'est l'éducation. Non, je sais pas. Je vais traiter aussi. Non, il n'y a pas de devoir. Non, mais je demande par rapport à. Est-ce qu'ils sont obligés de répondre? Est-ce qu'il y a des lois? Ah non. Moi, je peux vous dire que j'ai reçu une demande de stage, mais j'ai plus de poste pour des stages, parce que j'ai déjà des stagiaires jusqu'au mois d'août, des stages de M2, donc des étudiants qui sont baccalauréats. Une demande de stage d'une fille, on CV très, très bien, mais j'ai plus de place. J'ai déjà 2 stagiaires, et je ne peux pas m'occuper de plusieurs en nombre supérieur. Je lui ai répondu que j'avais malheureusement plus de place pour elle. Le temps d'envoyer, téléphone, sur le fixe, on me passe, on dit il y a une étudiante qui veut nous parler. Okay, je prends le téléphone. C'est la fille qui m'appelait en me disant merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je me suis dit, oh la vache. Donc, pardon, elle a dû recevoir beaucoup. Voilà, le temps d'appeler pour dire merci. Alors, après, j'ai plus que lui dire malheureusement, je vous confirme que je n'ai pas de place. C'est prise un peu tard, à mon avis. Après, ces démarches peut-être de sa part, j'essaye de contacter, on ne sait jamais si. Oui, mais c'est quand même bien. Oui, mais c'est bien. C'est qu'elle a envie. C'est qu'elle a envie. Donc, je vais donner les coordonnées. Voilà, je vais donner les coordonnées de Vatancy. Et voilà, on voit que c'est une fille qui a envie. Elle attend pas. Mais c'est un problème positif. Oui. Bon, il ne nous reste plus que ça maintenant. On ne peut plus voyager, on ne peut plus sortir. Je me raccroche au basique. Mais bon, je pense que les prochains mois vont être très chauds. Avec une inflation galopante. Un petit arrêt pour vous montrer qu'on sait rire en droit du travail. Un arrêt récent, hein, un arrêt qui date du 23 juin 2021. Large diffusion par un salarié sur Facebook, une photographie qui montrait dénudé, donc déjà là on est bien, agenouillé dans une église, hein, on est encore mieux, mais dépourvu de caractère injurieux, diffamatoire et excessif. Question, est-ce que cette diffusion sur Facebook d'une telle photo caractérise un abus dans la liberté d'expression, ce qui nous permettrait de licencier le salarié? On pensait que je passe ma vie à virer les gens, mais est-ce que, à votre avis, c'est un motif de licenciement? Non, moi je ne pense pas. Tu vas dire oui. C'est une question de je ne sais pas, comment ça s'appelle, un truc à la pudeur, comment ça s'appelle? Comment? Outrage à la pudeur, et c'est du ressort du curé ou du maire ou un truc, mais c'est pas. C'est mon salarié, hein. Oui. C'est mon salarié, d'accord. Hein. Ah, c'est votre salarié qui fait ça. Qui met sur Facebook une photo de lui dans une. Ah oui, d'accord.
Donc, il met ça pendant le temps de travail. D'accord. C'est pas le week-end. Non, ce n'est pas pendant le temps de travail. Si c'était pendant le temps de travail, et logiquement, comme je suis pas à l'église, là, je pourrais le dégager. On est d'accord, il n'exécute pas son contrat de travail. Et encore, je le licencierais parce qu'il n'exécute pas son contrat de travail. Je ne le licencierais pas parce qu'il a diffusé sur Facebook une photo. Est-ce qu'on ne fait pas le rapprochement dans ce cas-là avec X pour son employeur? Oui, l'atteinte à l'image. Ouais, je ne fais pas le lien directement dans cet exemple-là. Oui, ça me. Changer la position, non. Si mais pas en dessous, ça va pour madame. Il n'y a pas non plus de pancarte dans le dos d'appartenance à l'entreprise. Il n'y a pas une pancarte dans le dos avec l'appartenance à l'entreprise. Mais si c'était tout, on serait quitté. On le reconnaître. Dans l'autre, tu cherches. Je ne vois pas les expériences qu'il a. S'il était affiché. Pardon? Je veux dire, il est pour le travail, là, c'est pas. Oui, mais c'est pendant il fait ça pendant le temps de travail. Non. C'est le dimanche matin. Après avoir assisté à Oui, dans le cas, c'est des personnes qui disent que je suis en arrêt maladie pour mal de dos. Ah, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Si vous mettez une photo, il est sur la plage, il fait du volet, quoi que ce soit. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça, j'ai des licenciés pour ce motif. Mais c'est pas ça, là. Là, c'est un salarié. Un des salariés qui fait ce qu'il veut. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que tous les faits tirés de la vie privée, ou plutôt aucun fait tiré de la vie privée, ne peut justifier un licenciement. Si ce n'est pas lié à son exercice professionnel, je ne vois pas en quoi ça peut le mettre en danger. Donc, je répète, donc ça veut dire qu'aucun fait tiré de la vie privée du salarié ne peut justifier un licenciement. Est-ce que ça porte ombrage à la boîte dans laquelle il travaille? Non, mais c'est l'image. C'est l'image. Moi, je poste une photo, je ne suis pas salarié, hein, mais supposons que je sois salarié. Je poste une photo, là, l'une de mes collaboratrices poste une photo sur Facebook, la montrant dans une position pas très, incompatible avec la fonction d'avocat chez Fidal. Tout le monde la connaît, bon, on est un petit peu connu quand même. Oui, ça porte ombrage à l'image de la maison. C'est un fait tiré de la vie privée qui peut porter atteinte à l'image de Fidal. Donc, je pourrais utiliser ce fait pour licencier. Les faits tirés de la vie privée peuvent, dans certaines conditions, justifier un licenciement. Alors dans ces cas-là, il faut. Excusez-moi, mais le contrat de travail, qu'est-ce que stipule le contrat de travail? Rien, alors, il n'y a rien dans le contrat. En l'occurrence, en l'occurrence, ce qu'a considéré la Cour de cassation, n'est pas fondé sur une faute grave. Un peu plus. Le licenciement du directeur d'un foyer pour adultes handicapés, motivé par la violation de sa liberté d'expression, au motif que la large diffusion par l'intéressé sur sa page d'accueil Facebook, accessible à tout public, une photographie montrant dénudée agenouillée dans une église était inappropriée et excessive. Le fait qu'elle ait été prise à des fins artistiques, hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, alors que la dite photographie, dépourvue de caractère injurieux, en fait, c'est ça, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus du salarié dans sa liberté d'expression. Les faits relevant de la vie personnelle de ce dernier ne caractérisaient pas non plus un manquement à ses obligations. En fait, est-ce qu'il faut regarder si c'est un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Et donc, s'il avait posté cette photo sur LinkedIn, réseau professionnel, avec la relation avec son employeur. Ouais, alors là, on pouvait. J'aime bien le mot à des fins artistiques, c'est pas que ça joue. Pensez à peu de choses. Pensez à Benjamin Dubos. Oui, c'est vrai. Je sais que ça accompagne. Ma femme l'a eu en place avant ce matin. Ah bon? Ils ont divorcé depuis. Je reviens juste là-dessus. Non, ça va. Du coup, on n'a pas le droit de licencier le gars. Là, oui, c'était considéré comme abusif. Voilà, on ne peut pas licencier, on est bien d'accord. C'est pas qu'on ne peut pas, on peut toujours, après on paye le dommage à intérêt, mais c'est abusif. Donc il fait ce qu'il veut.
Parce que ça a été considéré comme dépourvu de caractère juridique. Voilà. Attention. Une question. L'employeur a le droit d'aller voir le compte Facebook des salariés? Bien sûr. Alors moi, je peux vous dire que les DRH font ça. Hein. S'il est public. S'il est public, s'il est public, alors comme vous avez 99% des gens qui ne savent pas le faire en privé, en restreint, c'est public, on y a accès. Si c'est fermé, alors moi j'ai des clients qui sont très forts en informatique, on sait sauter les murs. Après, on ne peut pas l'utiliser. Vous allez voir ses amis, puis après, vous Oui. Alors moi, je l'ai fait pour licencier un salarié protégé, où en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que moi, je ne suis pas informaticienne, je ne joue pas à ça, mais on a une direction des services informatiques dans cette boîte. On est allé, la dame a un compte Facebook, et à partir de ce compte Facebook, elle a commencé à écrire des choses sur l'employeur. Et à partir de ces choses, on a vu qu'il était ami. On est passé par l'ami d'un ami d'un ami, mais moi, je ne sais pas faire. Et sauter les murs comme ça, je ne sais pas faire. Mais la DSI, je pense qu'elle lui a fallu très peu de temps. Et donc, on est arrivé sur un compte d'un ami et d'un ami qui était public, ce deuxième compte. Et là, on a eu, mais alors, si ce n'était pas injurieux, je ne sais pas ce que c'était, elle latait complètement son employeur, donc on savait qui c'était, elle donnait le nom de la directrice, le nom des services RH, le nom de tout le monde, enfin tous ceux qui étaient un petit peu contre elle, qu'elle pensait être contre elle, parce que déléguée syndicale, voilà, je pense que la terre enfermée, je m'en veux. Et j'ai utilisé ces éléments-là pour motiver mon licenciement. Et l'inspecteur du travail, nous a suivis. C'était injurieux. Alors, c'était injurieux et diffamatoire. Injurieux contre les personnes, c'était nommé. Alors, il y a des noms, puis on avait des émoticônes très sympathiques ou des photos très sympathiques à côté. Au cas où on n'aurait pas compris ce qu'elle avait écrit. Bon, diffamatoire aussi, parce qu'on savait où elle bossait. Parce que la fille, en plus, mettait des trucs concernant son boulot. Donc, on savait qu'elle bossait dans l'entreprise bidule machin. Il est excessif en plus. Non, mais c'est une malade. Non, c'était une salariée protégée qui pensait qu'elle était vraiment protégée. Mais, oui, mais enfin, elle est en moins. Hein. Oui. On voit ces trucs sur Facebook. Hein. Ouais. Mais pour revenir à ce que vous disiez, moi, j'ai des DRH, j'ai des clients qui, dès lors qu'ils reçoivent un CV, la première chose qu'ils font, c'est on tape le nom et ils regardent tout. Donc, s'il voit, mais je vous promets que c'est vrai, hein, moi j'ai un DRH que j'ai en tête, notamment à Nancy, lui, il va très loin, c'est-à-dire qu'il va regarder, on peut descendre très, très loin sur Facebook, on peut remonter plutôt très loin sur Facebook, les photos, je sais pas, les photos que certains ont l'intelligence de mettre quand ils font des fêtes, voilà, par exemple, ça, il va regarder. Ouais, pour voir si les personnes se mettent peut-être à l'envers depuis le week-end. Voilà, non, c'est complètement ça. Ça fait partie de l'image de marque de la personne. Et puis, c'est pas pour autant que c'est négatif. Non, mais moi, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable. Je trouve que cette attitude, l'attitude du DRH est lamentable. On a le côté, on ne met pas tout n'importe quoi sur Facebook parce que c'est un livre ouvert. Mais vous avez des gens qui vont faire la fête, vous avez des gens qui font du prosélytisme, quel que soit le domaine, hein, en politique, en religion, en ce que vous voulez, la chasse, comme ce que vous voulez. Là aussi, moi, ce DRH-là, il vous sort tout. C'est autorisé Encore une fois, Facebook, c'est ouvert. Hein. Facebook, c'est comme si vous envoyiez une lettre à chacun. Et encore, c'est encore pire, puisque c'est comme si vous mettiez un panneau d'affichage devant chez vous. Je passe, je regarde. C'est pour ça qu'il ne faut rien mettre. C'est hyper... Je ne vois pas l'intérêt de raconter tout ce qui se raconte sur Facebook. Il y en a qui mettent leur gâteau qu'ils ont fait. Oui. C'est très intéressant. Petite question. On a des téléphones mis à disposition. Bon, la photo n'est pas bonne. Hein. C'est un téléphone comme ça. C'est très vintage. Mais c'est bien. C'est vintage. Non, c'est vintage. C'est très recherché. Le SMS, c'est compliqué. Courir avec ça, c'est pas facile. Un employeur est-il fondé à reprocher à son salarié la non-communication du code de verrouillage enregistré dans le téléphone professionnel qui lui a été confié, bloquant ainsi l'appareil et le rendant inutilisable lorsqu'il a été restitué? On a tous un téléphone, si vous avez un iPhone, vous avez tous un code. Demain, le contrat est rompu ou suspendu.
Une longue maladie, par exemple, une absence longue, on peut vous demander de restituer le téléphone professionnel, parce que vous ne travaillez pas, le contrat est suspendu. On rend le téléphone, on omet de donner le code de verrouillage, en plus vous avez un code SIM. Donc j'ai un téléphone, d'accord, qui a été rendu, mais je ne peux rien en faire. Est-ce que je peux demander au salarié de donner le code? Est-ce que je peux lui ordonner de donner le code? Logiquement, oui. Si c'est un téléphone purement professionnel, oui. C'est normal, il fait partie c'est un outil de travail. Donc c'est logique qu'il rende toutes les données. Donc s'il ne veut pas, je peux licencier. Hein. Oui. Non, pas licencier, je ne fais pas que ça. Je suis gentille comme lui. Je peux le sanctionner? Notifier un avertissement. Oui, voilà. Ouais. C'est une personne qui quitte le travail. C'est une personne qui non, qui en a. Peu importe. Soit elle quitte le travail, soit elle est toujours là et elle ne veut pas. Je pense qu'il y a des outils maintenant pour déverrouiller les mecs qui sont traqués. Oui, mais est-ce que j'ai le droit d'ailleurs? Je pense oui. Après, c'est pas le salarié qui va dire quoi la sanction? En l'occurrence, ils ont fait quoi? Un avertissement. L'avertissement, oui, à la limite, même. Il conteste les avertissements. Là, c'est la cour d'appel de Montpellier. Vous voyez, le salarié est allé contester. Est-ce qu'il a gagné? Il a gagné. Il n'a pas gagné. C'est de l'employeur qui a gagné. Le salarié ne peut pas bloquer le téléphone portable professionnel qui lui a été attribué. L'avertissement qui lui a été notifié en ce sens pour ce motif est donc justifié. En général, quand on a un téléphone portable professionnel, il arrive souvent que... Non, pardon, parce que j'ai dit demain, on m'appelle déjà aujourd'hui. Il arrive souvent qu'on autorise le salarié à utiliser le téléphone portable professionnel également à usage privé. Ce qui veut donc dire que lorsque le téléphone n'est pas que pro, il faut absolument que ce soit écrit quelque part, que les conditions et les modalités d'usage soient écrites. Soit c'est dans le contrat de travail, personnellement. Alors moi, je ne mets pas dans le contrat, parce que demain, si j'ai envie de retirer le téléphone portable, je le retire. Là, j'ai un iPhone ultra moderne, si demain j'ai envie de lui donner une machin, alors, on ne va pas écrire que c'est un Apple, parce que si demain je donne un Samsung ou je ne sais quoi, ça n'ira pas. Moi, je ne mets pas dans le contrat de travail. En revanche, on fait une charte. Alors après, la charte est plus ou moins évoluée selon le nombre de salariés. C'est sûr que si on a 500 salariés, on va faire une charte musclée. Si on en a 10, elle sera toujours là, mais un petit peu moins importante. Il faut absolument régir, ou régenter plutôt, l'usage privé du téléphone, en disant que le téléphone, il est pro, on vous autorise à titre exceptionnel de l'utiliser à titre privé. Premier cas. Deuxième cas, c'est un usage pro et privé. On voit bien le périmètre d'utilisation et ensuite les conditions d'utilisation. Qui va payer? Est-ce que je paye également privé ou pas? On a des forfaits, donc soit on fait un petit forfait, après tu te débrouilles, mais tu vas être bloqué. Soit on fait participer, parce que c'est un avantage de nature, le téléphone donné à titre privé. Soit on dit, vous faites ce que vous voulez, c'est du pro, du privé, mais il faut également penser à la restitution. Donc on le prévoit également. Tout ça, il faut le prévoir. Même chose pour la voiture. Comme si on avait le véhicule sans la clé. Ouais. Alors la clé comme ça, non, ça ne se fait plus maintenant. Oui. Non, qu'est-ce que La mienne, elle est encore comme ça. C'est vrai. J'ai une vieille Toyota depuis 20 ans alors. Donc c'est toujours là. Oui. Rupture du contrat, départ à la retraite, petite question. L'employeur peut-il s'opposer à une rétractation tardive du salarié qui a informé de son départ à la retraite? En l'occurrence, c'est un salarié qui avait dit qu'il partait à la retraite. Je rappelle que départ à la retraite, c'est à l'initiative du salarié. Mise à la retraite, c'est à l'initiative de l'employeur. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mise à la retraite, donc, par l'employeur, c'est considéré comme, c'est analysé comme un licenciement, c'est-à-dire qu'on va avoir droit aux indemnités de licenciement. Et par la retraite, les indemnités sont minimes, entre de mémoire, dans le code du travail, ça va de 1 à 4 mois. Après, vous avez des conventions collectives. C'est le salarié qui prend l'initiative. Donc là, le salarié envoie sa lettre de départ à la retraite, et puis, donc, voilà, et fait, je ne sais quel jour on est, le 18, le 19, et fait le 23 janvier. Et le 19, il vous dit, non, finalement, je ne pars pas le 23, non, je reste encore. Est-ce qu'on peut s'y opposer ou pas? C'est allé quand même jusqu'en cours de cassation. Hein.
C'est l'employeur qui a s'y opposé. Pas s'y opposer. Donc, mince, j'avais tout réorganisé pour le 23 et maintenant je me paye 2 salariés. J'ai embauché quelqu'un. S'il a engagé une personne pour leur emploi. Il doit attendre que. Est-ce que c'est une condition? Dans ces tractations tardives, ça veut dire tardive, c'est au-delà des c'est délais. là. Ben voilà. Hein, donc, Il a dépassé les. ça veut dire que certainement qu'il y a un délai légal ou conventionnel qui n'est pas respecté. Ouais. Et donc là, je suis employeur, je me dis, ben, tout là. Oui, j'ai pris mes dispositions. Moi, j'ai eu un cas jours. perso, puisque j'avais annoncé mon départ, parce qu'en gestion de patrimoine, il faut l'annoncer longtemps à l'avance. Ouais. Sur une fois une information erronée de la CARSAT. Je l'ai mis dans la balance. Ouais. Entre la première et la deuxième fois, ils s'étaient trompés dans la première analyse, donc ils ont rectifié. Donc j'ai remis ça à mon employeur qui m'a conservé. Ouais. Je ne sais pas si c'était obligé ou pas. C'était peut-être pas la veille. Non, c'était des mois avant. Ah oui, oui. Là, c'était 4 jours avant. Hein. Non, mais ça, c'est. Et la Cour de cassation, si je rebondis sur ce que tu dis, alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis Oui, bien longtemps. Je précise. Un salarié ne peut pas, sans raison, décider 4 jours avant son départ. Donc, si je rebondis sur ce que tu dis, mais la question n'a pas été posée telle qu'elle à la Cour de cassation, si le salarié, alors je ne pense pas qu'il aurait agi 4 jours avant, c'est pas 4 jours avant, ça n'attend pas la CARSAT. Et supposons que la CARSAT. Bref, si le salarié avait dit finalement, je ne suis pas prise en charge au titre des allocations vieillesse le 23 janvier, mais le 1er mars, donc je veux rester jusque-là, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu la même décision. C'est vraiment sans motivation, ce peut être envie. Pour te préciser, c'était donc 9 mois avant. Oui. Et en fait, il fallait 3 trimestres qu'ils ont réclamé à nouveau, donc ça fait 18 mois au total. Ah oui, ok. Ouais. 9 mois. Oui. C'est pas évident psychologiquement non plus quand tu es parti dans le schéma de redemander. Oui, ça j'imagine. Oui. C'est un petit retour. Sur la durée du travail, alors, un arrêt intéressant et très important. Vous savez, pour les salariés qui sont employés à temps partiel, on a l'obligation de faire un contrat de travail écrit. Donc, tous les salariés, mais encore plus pour eux. Et dans le contrat de travail écrit, on a l'obligation de noter la répartition des durées du travail. Par exemple, on a un salarié à 20 qui exerce un temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine. J'ai l'obligation de mettre dans le contrat de travail soit la répartition par semaine, donc 20 heures, soit lundi, je n'importe quoi, 8 heures midi, mardi, poète, soit la répartition mensuelle. Donc, je fais 20 fois 4, 33, ça me fait 85 heures grosso modo, mensuelle. Et dans ce cas-là, je dis, je ne fais plus une répartition hebdomadaire, mais mensuelle. Je veux dire semaine 1, 20 heures, semaine 2, 30 heures, semaine 3, voilà. Donc, on a l'obligation de répartir soit sur la semaine, soit sur le mois, la durée du travail du salarié. Question, si mon salarié, pendant une semaine, si je prends, allez, il fait 20 heures par semaine. Au lieu de faire 20 heures, il fait 25 heures. Et au final, il fait toujours 80 heures par mois. Quelle est la conséquence du dépassement de ma durée du travail, donc au-delà de 20 heures? Est-ce que ça a une conséquence sur mon contrat de travail? Vous savez peut-être pas, quand je dépasse les durées fixées par le contrat de travail en matière de temps partiel, je fais 20 heures et puis là je fais 30 heures dans la semaine, je m'expose à une requalification. Je risque de ne plus être à temps partiel, mais d'être considéré comme à temps complet. Temps partiel sont des heures fixes, des heures complémentaires d'ailleurs, et pas des heures supplémentaires. Là, au lieu de faire 20 heures, je fais 25 heures. Mais moi, employeur, je me dis, c'est bon, il a fait 25 heures au lieu de 20 heures sur une semaine, mais globalement, sur le mois, il est embauché pour 80 heures, et on est à 80 heures. Est-ce que j'ai raison de me dire, je suis bien sur le mois, malgré les 25 heures au lieu de 20 heures sur une semaine? Ou alors, est-ce que le fait d'avoir fait 25 heures au lieu de 20 heures sur une semaine a des conséquences? Est-ce que ce sera déduit de l'ensemble des heures? J'arrive à 80 heures au total. Autrement dit, si cette semaine il fait 25, et au lieu d'en faire 25 le mois d'après, il n'en fera que 20. Donc, il aura toujours. Ah, vous voulez compenser, vous? Oui. Est-ce qu'on peut compenser? C'est pas la question. C'est des questions, madame. C'est le régime de l'exception, parfois, mais je veux dire, ça devient répétitif. Partiel, c'est une chose, c'est une cas figure.
un arrêt de la Cour de casse du 15 septembre, si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille plus de 35 heures au cours d'une semaine, son contrat doit être qualifié en contrat à temps plein compte tenu de ce dépassement. Donc, on peut le faire pour 10 heures, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement. Les heures supplémentaires ou les heures complémentaires, parce que les heures supplémentaires, c'est le pendant des heures supplémentaires, se calculent à la semaine. Toutes les semaines que je calcule les heures sup, même si on est payé mensuellement, parce qu'on a une durée de travail mensuelle. Donc attention, le temps partiel, quand on fait un contrat, non seulement on le fait par écrit, et on prévoit tout. À la limite, on peut prévoir, alors là on est dans un autre système, ce n'est pas forcément des temps partiels, on peut être dans un cycle, dans l'annualisation, parce qu'on peut analyser également les temps partiels. Dans l'enseignement, tu peux faire l'enseignement, ce n'est pas du droit privé. Mais l'État ne fait pas le pas. Mais si tu as l'enseignement dans un établissement privé. Ah oui, mais quand même, on a des règles particulières. C'est l'enseignement quand même. S'il ne dépasse pas les 35 heures, donc il reste quand même dans le système du temps partiel. Oui. Donc, si au lieu de faire 25 heures, il en fait 30 la première semaine. Oui, simplement, il faut avoir une requalification, il ne sera plus à 25 heures, il sera à 30 heures. Oui. On risque de requalifier toujours à temps partiel, on va augmenter le quantum. Ou alors, est-ce que la semaine d'après, au lieu de faire 25 heures, on n'en fera que 20? On peut, ça, mais c'est un arrangement avec le... Ah non, ce n'est pas un arrangement, c'est ce qu'on appelle du droit du travail. Il n'y a pas d'arrangement au droit du travail. C'est possible, mais encore faut-il qu'on ait des dispositifs d'aménagement de la durée du travail sur une période autre que la semaine ou que le mois. On peut faire des temps partiels annualisés. Les formateurs, on a souvent ça. En plus, vous avez la convention collective qui prévoit la formation. Mais si on n'a pas de convention collective, si on n'a pas d'accord d'entreprise qui nous prévoit qu'on peut yoyoter, varier plutôt, attention, c'est strict. Le code du travail, on peut faire la convention, c'est tout. Alors oui, il faut faire un accord d'entreprise. Quand on n'a pas de délégué syndical, c'est un peu compliqué. Donc on peut passer par les salariés, mais il y a des conditions respectées. Je ne sais pas si certains ont des forfaits annuels en jour, on a de plus en plus de contentieux là-dessus. Vous savez que là, on est hors durée du travail, notamment pour les cadres. On va pas demander à un cadre de faire 35 heures, on va demander à un cadre de faire un nombre de jours maximal par an, forfait annuel en jour. On peut le faire si ce n'est que le cadre, même si le cadre n'est pas corvéable à merci, et donc il a le droit vous avez l'obligation de lui faire respecter non seulement la durée maximale, donc les jours de travail, le maximum prévu dans le contrat de travail ou dans l'accord d'entreprise, et vous devez également respecter les heures de repos quotidien. Alors c'est 11 heures, moi je suis même plutôt sur c'est 10h40, puisqu'on a également 20 minutes toutes les 6 heures. Un cadre qui travaille 6 heures d'affilée, c'est pas grave. Hein. Quand on commence un dossier, on commence à 7 heures le matin, on termine le dossier à 15 heures. Donc moi je suis même, à mon sens, c'est 10h40. Et il faut que l'employeur fasse respecter à son cadre les heures de repos quotidien. Il faut également qu'on ait un suivi effectif. Le cadre, c'est parce qu'il est cadre bien payé, qu'il doit travailler 14 heures par jour, 6 jours sur 7, et pendant les vacances. Et si on n'arrive pas à prouver qu'on a demandé aux salariés de ne pas faire, plutôt de respecter, si on n'arrive pas à prouver que le salarié a respecté les heures de repos, le droit à la déconnexion, c'est en lien, et que ce suivi a été fait de façon régulière, eh bien, le forfait annuel en jour, il tombe. Et donc, mon cadre qui bosse 70 heures par semaine, mais dans le cadre d'un forfait annuel en jour, c'est possible, bien, ce cadre, il n'est plus un forfait annuel en jour, il revient à un salarié classique à 35 heures. Et donc, le cadre qui a l'habitude d'envoyer des emails à 6 heures du matin, sans mal, sans méchanceté, qui a l'habitude de travailler le week-end parce que voilà, il bosse, voire pendant ses congés parce que voilà, eh bien, le cadre, il va venir ensuite au prud'homme qui va dire donc je ne suis plus en forfait annuel en jour, je suis à 35 heures, voilà, là mon décompte. Un cadre qui, a priori, est relativement bien payé, ce sont des centaines de milliers d'euros à payer aux salariés ensuite. Donc, quand on met en place ce forfait annuel en jour, on ne met pas en place pour n'importe quel poste, et il y a vraiment un suivi, puisqu'encore une fois, on n'est pas, le temps du servage est terminé. Depuis quelques années, d'ailleurs, il y a de plus en plus de contentieux, parce que les cadres n'hésitent plus à aller au prud'homme.
Là, de même sur les congés payés. Alors, en général, les congés payés, on les suit un peu mieux dans l'entreprise, mais il appartient toujours à l'employeur. On revient à ce que je disais en introduction. Vous avez le pouvoir de gestion et de discipline. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés. Là, on avait une problématique encore, elle est jusqu'en cours de cassation, sur l'indemnité de congés payés, et la Cour de cassation nous rappelle qu'il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé payé en cas de contestation justifiée qu'il a compris à cette fin l'exigence qu'il vient de prévoir. Un salarié, il a droit à 5 semaines ou plus, hein, c'est la convention collective, voire le contrat de travail, qu'il aménage. Il faut que le salarié soit en mesure de prendre, donc c'est à vous à vous organiser pour qu'il puisse prendre, et il faut qu'il prenne. Là, moi, j'ai un client qui est dans l'industrie, au coup de bourre, fin d'année, en décembre. La DRH un petit peu paniquée, et le directeur Sécu m'appelle en me disant petit souci, Laurence, ce week-end, on doit travailler. Oui. Je travaille aussi, on voit le problème, grosso modo. Et ouais, mais, Laurence, alors c'était quand même 5 week-ends. En fait, tout l'encadrement, quand il y a un problème de qualité sur des pièces, tout l'encadrement bossait la semaine. Bosse, je pense, 55-60 heures. Et tous les week-ends, et là, on en était au 5e week-end, où tout l'encadrement, enfin, tout peut dire, mais ils sont quand même une douzaine, dont la DRH et le directeur Sécu bossaient. Et la DRH m'a dit, est-ce que j'ai une demande à faire en particulier? Non, parce que si on fait une demande de dérogation au repos dominical, dans la mesure où ça fait déjà 4 dimanches, pas la peine, on tend le dos. On a tendu le dos. Il y aurait eu un pépin, on était mal. Les salariés ont reporté des congés, qui n'ont toujours pas pris d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a trop de boulot. On reportait des congés, parce que c'était tout début décembre, et comme ils ne peuvent pas prendre entre Noël et Nouvel An, il y en a certains qui prennent un petit peu début décembre, report des congés. On ne leur a pas demandé leur avis. On leur a dit, toi, le chef du département, bidule machin, demain t'es là. Il y aurait eu un problème, non seulement on était mal en matière de responsabilité pénale, si le salarié ensuite est allé au prud'homme, on l'a empêché de prendre ses congés. Donc, attention, les congés payés, c'est l'ordre public, on ne peut pas y déroger. Il veut ou ne veut pas partir, il ne vient pas bosser. Pour terminer sur les frais professionnels, une indemnité de grand déplacement, alors c'est dans le bâtiment, BTP, la convention collective BTP. On a une indemnité de grand déplacement qui est prévue par la convention collective et qui prévoit le versement d'indemnité si on n'a pas de moyen de transport en commun utilisable. Et l'employeur, a dit il y a un transport en commun qui existe, le covoiturage. Donc, comme il y a le covoiturage, je n'ai pas à vous verser les indemnités de grand déplacement. Question, on n'aurait jamais posé il y a 5 ans, mais maintenant on la pose. Le covoiturage est-il un moyen de transport en commun ou pas? Non. Mais pourtant, il y a du monde dans les voitures. Oui, c'est le but. Covoiturage. Non? Pourquoi? Parce que ça reste quand même un système privé. Covoiturage, pour moi, ce n'est pas du transport en commun public. Le covoiturage, là, c'était dans le cas où c'était la voiture personne, non? Ouais. Blablacar, je ne sais pas quoi, là. C'était la voiture personnelle du client. Ah oui, du salarié. Là, c'est une Cour de cassation du 15 septembre, donc madame avait travaillé la Cour de cassation. Non, j'ai aucune notion légale. Mais non, mais c'est mon bon sens. Le covoiturage, donc c'est le code des transports. Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun de véhicules terrestres à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectué à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Et la Cour de cassation a considéré que le covoiturage n'était pas un transport en commun. Par conséquent, comme vous dites, c'est pour la raison, c'est à titre non onéreux et c'est à titre privé. C'est surtout à titre privé. Par conséquent, l'entreprise était due au paiement des indemnités de déplacement. Ça aurait été différent si, on voit un petit peu moins qu'avant, c'était très à la mode dans les années 60-70, l'employeur mettait en place des bus, des ramassages. Vous en voyez souvent quand c'était Usinor, un petit peu avec Arcela.
Là, c'est différent, c'est l'entreprise qui met en place, et ce n'est pas du covoiturage, c'est un moyen de déplacement que l'entreprise met en place. Donc, s'il y a ça dans une boîte, c'est sûr qu'on ne paye pas les indemnités. S'il n'y a rien, les salariés font ce qu'ils veulent. À la limite, le salarié peut venir en covoiturage et récupérer en même temps les indemnités de déplacement. Il fait ce qu'il veut. J'ai raté ma vocation d'avocat. J'embauche, je recherche du monde. Et là, pour terminer, parce que j'aime bien la santé sécu, c'est mon truc, contre-visite médicale, vous savez, lorsqu'on a un salarié qui est malade, qui nous envoie un arrêt de travail et qu'on soupçonne une fausse maladie, ça peut arriver parfois, on a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle un médecin contrôleur. Alors, le médecin contrôleur, là, c'est le médecin, c'est le contrôle diligenté par l'employeur. Vous avez deux types de contrôle, soit vous demandez à la CPAM de faire un contrôle, bonne chance, assez souvent peu, sauf si on est dans une boîte importante et qu'on a mis en place une convention, ça c'est possible. Sinon, on passe par des boîtes privées qui vont envoyer des vrais médecins. Donc, vous payez, je crois que c'est 150 €, et le médecin va voir un salarié pour s'assurer que le salarié est à son domicile pendant ces heures où il doit être à son domicile. En l'occurrence, le médecin envoyé par l'employeur se rend au domicile du salarié et il n'a pas pu procéder à la contre-visite médicale. L'objectif de la contre-visite, c'est de dire, c'est que le médecin dise le salarié n'est pas malade. Ce qui nous permet, si le salarié ne revient pas au boulot, de supprimer le complément conventionnel, le complément de salaire. Le médecin contrôleur n'a pas pu faire cette contre-visite médicale puisqu'il n'avait pas le digicode. Il avait également appelé, n'ayant pas de digicode, le salarié, et le salarié n'avait pas répondu à son appel. L'employeur, dans la foulée, s'est dit le contrôle n'a pas pu être fait de la faute du salarié, donc je suspends le complément conventionnel. En l'occurrence, il a même fait une retenue sur salaire. Je ne sais pas pour faire une retenue sur salaire, mais bon. Est-ce que l'employeur peut, en l'occurrence, faire une retenue sur salaire ou alors suspendre le complément conventionnel dans ce cas-là? Digicode n'existe pas. Sans restriction d'horaire. Là, c'est dans tout. Là, l'histoire. Le salarié est en arrêt maladie sans restriction d'horaire le 8 février 2014 et un médecin contrôleur diligenté par l'employeur intervenu à cette date à 14h40 a conclu: je me suis présenté au domicile du patient et sans réponse de celui-ci, je n'ai pu l'examiner. Il manque un digicode pour accéder à l'adresse. Appel sur le numéro de téléphone indiqué, mais sans réponse. La salariée ne justifie pas avoir informé son employeur des horaires auxquels elle était disponible pour se soumettre à une contre-visite médicale. Pour la cassation, si le salarié est autorisé par son médecin traitant à sortir librement, il doit informer l'employeur des horaires et adresses où les contre-visites peuvent s'effectuer pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale. Parce que c'est horaire libre que je fais ce que je veux. En cas d'absence injustifiée du salarié, l'employeur est dispensé d'obligation de verser l'indemnité complémentaire, complément IJSS. Les salariés, ça, n'y pensent pas. Ils pensent à vous informer lorsqu'ils partent en vacances. Ils disent, voilà, ils sont malades en été, j'avais prévu partir en Bretagne, je vous informe que je ne serai pas à mon domicile à Metz, mais je serai en Bretagne, là où j'avais prévu de passer mes congés. Je suis toujours malade. En règle générale, parfois, les salariés pensent à vous le dire. On sait que si on a un contrôle à faire, il faudra le faire en Bretagne. En revanche, là, alors ces cours d'appel de Versailles, en général, c'est la cour d'appel de Versailles est confirmée par la cour de cassation. En l'occurrence, là, j'avais un arrêt sans restriction d'horaire, donc horaire libre, mais même avec un horaire libre, je dois pouvoir me soumettre à une contre-visite médicale. Donc, normalement, moi, salarié, je devrais dire à mon employeur, je suis en horaire libre de sortie, néanmoins, si vous voulez me contacter, je suis disponible tous les jours de 17h à 18h à mon domicile, par exemple. Personne ne le fait. Moi, j'ai été demandé. Aucun salarié le fait. On peut le réclamer. Alors, moi, perso, ce que j'allais vous dire, moi qui suis conseiller d'employeur, jamais je ferai ça. Jamais. Ouais, c'est pas surprenant. Ah ouais, ça, moi, je ne joue pas à ça. Pour une raison toute simple, c'est que le salarié qui est en horaire libre, on n'est pas médecin, donc on n'a pas le droit de dire au salarié de demander vous êtes malade, vous avez quoi. Le salarié, et c'est de la grande mode, même s'il a une maladie
supposons qu'il n'y ait pas de maladie, tous les salariés maintenant vont sur le terrain des risques psychosociaux et de la dépression, le Covid, c'est anxiogène et tout. Donc moi, dans cette période-là, pendant un certain temps, je n'irai surtout pas sur ce terrain-là parce qu'on fait ça. Le salarié va au prud'homme et le salarié va vous dire, mais j'avais rien à donner de toute façon. Horaire libre, mais je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai besoin de sortir. Donc je suis incapable de vous dire qu'entre 17h et 18h, je suis chez moi. Puisque si à 16h45, je ne vais pas bien, il faut que je sorte. Moi, je vous prends le pari, vous verrez ce genre de choses. Donc moi, je ne jouerai pas à ça. En revanche, ce que je fais, moi, c'est que en Alsace-Moselle, on a un droit local qui maintenant, dans le Code du travail, c'est codifié depuis déjà 2008. Dans le Code local, on nous dit il y a une contre-visite patronale possible et si la contre-visite patronale ne peut pas aboutir, on ne peut pas toucher le salarié, on ne peut pas le contrôler, normalement, et ça c'est la cour d'appel de Colmar, comme la cour d'appel de Metz, qui nous disent, même si le salarié n'est pas à son domicile pendant le contrôle, dès lors qu'on est sur l'Alsace-Moselle, on doit verser le complément conventionnel. En Alsace-Moselle, de toute façon, ça ne s'applique pas, on doit verser. Néanmoins, en Alsace-Moselle, où j'ai quand même 80% de la clientèle, dans certains cas, on ne fait pas de complément conventionnel, on attend que le salarié aille au prud'homme, et au prud'homme, on paye. Il n'y a pas de pénal. C'est-à-dire le fait de ne pas appliquer le droit local sur ce plan-là, il n'y a pas de pénal. Comme le maintien de rémunération, en cas d'absence pour un temps relativement sans importance, il n'y a pas de pénal. Donc moi, on ne fait pas. Le salarié au prud'homme, on paye. Voilà. Et si le salarié va au